bonsoir messieurs. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux dans le cadre de votre magazine, l'invité du grand journal. Et ce soir, nous vous faisons, n'est-ce pas, ce réel plaisir de vous présenter un homme qui a déjà, n'est-ce pas, cette habitude de nous recevoir chez lui. Attention, nous ne sommes pas au Congo-Kinshasa, nous sommes en République sœur du Congo, Brazzaville, où nous sommes venus, n'est-ce pas, prendre part aux concertations, ou à la concertation politique des Madingou. Et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation de ce pays, cher à Denis Sassou Nguesso, nous fait l'honneur de nous recevoir pour parler de son secteur, l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation à cette période où le monde est secoué par la Covid, cette maladie, n'est-ce pas, qui a mis presque la planète Terre à terre, permettez-moi la tautologie. Il s'appelle Koliné Makosso, Excellence. Bonsoir. Bonsoir, Anatole Koliné Makosso. Anatole Koliné Makosso. En fait, il faut dire que vous avez réussi, malgré la Covid, à organiser le bac, mais aussi la rentrée scolaire. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour arriver à cette fin, étant donné que dans d'autres pays, ça n'a pas été facile? Merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce plateau. Oui, nous avons pu organiser les examens d'État au titre de l'année scolaire 2019-2020 et assurer la rentrée scolaire au titre de l'année scolaire 2020-2021. Nous avons mis en œuvre une feuille de route que nous avait prescrite le président de la République, qui avait tenu à ce que l'école ne puisse pas subir le coup de la pandémie. Et qu'en même temps, nous étions en train de nous organiser pour assurer la santé, le bien-être des citoyens. Il fallait veiller à ce que les jeunes puissent continuer à bénéficier de l'éducation, de la formation. Il nous a donc fallu concilier droit à la santé et droit à l'éducation au travers d'un programme de continuité pédagogique que nous avons mis en place dès la déclaration de la pandémie dans notre pays. Ce programme a consisté à créer ce que nous avons appelé l'école à domicile, un dispositif qui a permis aux élèves de continuer à étudier, à apprendre, tout en étant à la maison pendant le confinement. Et comment ça se passe? Ben, ça s'est passé au moyen d'un certain nombre d'outils que nous avons déployés. D'abord par le numérique, en rendant disponibles les cours en ligne et au travers des applications école à domicile qui avaient été créées. Et bien entendu, le site web du ministère de l'Enseignement. Une télé web. Nous n'étions pas encore arrivés à la télé web. Nous étions simplement en train d'enregistrer des cours dans un studio, que nous avons, un studio ad hoc, un studio de circonstance, que nous avons mis en place avec l'aide d'un partenaire, MTN, que nous remercions pour son implication. Et nous avions mis en place ce studio ad hoc qui nous permettait de faire des simulations de cours, d'enregistrer les cours pour les élèves en classe d'examen, d'enregistrer les cours produits par des professeurs et de les placer dans les chaînes de télévision, notamment la chaîne nationale, donc Télé Congo, et bien d'autres chaînes privées et communautaires. Et ça, c'est ce que nous avons appelé l'école à la télé dans le dispositif école à domicile. Mais comme je l'ai dit, on ne s'est pas contenté seulement de les laisser à la télé, on les a mis en ligne par YouTube et au niveau des applications qui avaient été créées pour permettre à tout enfant, s'il n'a pas eu le temps de suivre le cours à la télé, mais il a le cours sur son téléphone, il lui suffit d'aller dans son application école à domicile pour avoir accès aux cours. Et nous avons rendu les mêmes cours disponibles dans les journaux, notamment avec le quotidien que nous avons, les Dépêches de Brazzaville. Tous les cours des élèves en classe d'examen étaient publiés chaque jour dans le quotidien, les Dépêches de Brazzaville. Donc, on a eu les cours par le biais de la presse écrite, on a eu les cours par le biais de la télévision, on a eu les cours par le biais du numérique et on a eu les cours par visioconférence parce que tous les week-ends, les élèves qui ont assisté aux cours, soit à la télé,
soit en ligne, soit qui les ont reçus par les dépêches, avaient certainement des questions à poser, mais puisqu'ils n'étaient pas en contact avec les professeurs, on organisait tous les samedis, dimanches, des séances de visioconférence pour que les élèves qui étaient connectés posent directement des questions aux professeurs qui devaient y répondre. Vous l'avez dit, et après ça, les élèves qui étaient connectés, oui. Cela veut dire qu'il y a ceux qui n'étaient pas connectés, et même quand il faut aborder la question de la télévision, il se pose aussi un sérieux problème d'électricité dans la ville. Est-ce que tous les élèves étaient en mesure, n'est-ce pas, d'avoir cette chance d'entrer en contact avec des enseignants, mais aussi étudier à partir de la maison? Le programme École à domicile était un programme complet. On a justement tenu compte de ces élèves qui ne pouvaient pas bénéficier ni de la couverture médiatique ni de la couverture numérique. La fracture numérique étant importante dans notre pays. Et à la disposition donc de tous les élèves en classe d'examen, on a offert des cours polycopiés. On a mis des cours polycopiés à la disposition de tous les élèves sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, au travers des cours polycopiés, on pensait donc avoir comblé le déficit numérique, le déficit médiatique qui pesait sur les élèves qui n'avaient pas accès ni à la télévision, ni à la radio, ni au numérique. Voilà. Donc, ça a été un programme complet. Et sur la base de ce programme, les élèves ont travaillé pendant la période de confinement. Et lorsque le confinement a été levé, nous avons obtenu 6 semaines de cours, de reprise de cours. Les élèves qui avaient déjà suivi les cours par tous les autres moyens et qui avaient déjà les cours polycopiés à leur disposition sont revenus à l'école, ont été mis en contact de leurs professeurs qui ont procédé à l'explication des cours déjà en possession des élèves et qui les ont préparés à affronter les examens d'État. Et Excellence, on a repris avec le cours. Il faut dire que l'Europe déjà connaît la deuxième vague et on craint aussi que cette deuxième vague frappe l'Afrique. Déjà à Kinshasa, le cas était en baisse, mais depuis la semaine dernière, on voit qu'on est en train de remonter. Vous ne craignez pas que les élèves aussi soient touchés? Quels sont les dispositifs que vous avez mis en place? Il y a une veille qui a été mise en place. Nous travaillons sur la base d'un protocole sanitaire et que nous suivons de près sous la clairvoyante direction du président de la République qui préside lui-même la coordination de la riposte contre la pandémie au moyen d'une task force qui travaille, qui est placée sous l'autorité du ministre d'État en charge de l'économie et de l'industrie dans notre pays, qui regroupe un certain nombre de ministres, et un comité d'experts qui se réunit régulièrement. On peut donc dire que la coordination, la task force et le comité directeur et le comité des experts se réunissent tous les 21 jours pour suivre l'évolution de la pandémie et prendre des mesures qui s'imposent. Et ce, depuis mars. Depuis mars. Et ce qui nous a permis d'organiser la reprise des cours de façon ordonnée, décalée. Je vous ai dit que les élèves en classe d'examen ont repris les cours le 2 juin, après la période de confinement. On a accueilli à l'école que ceux qui étaient en classe d'examen, ça représentait pratiquement le 5e de la population scolaire. Donc, on s'est dit, si on ramène tous les élèves à l'école le 2 juin, on peut être débordé. Recevons d'abord ceux qui sont en classe d'examen pour les aider à préparer leurs examens. Tous les autres sont restés à la maison. Après, le 21 septembre, on a accueilli ceux qui étaient dans des classes de passage, mais qui n'avaient pas réuni la moyenne de passage en classe supérieure. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est revenu à l'école. On a fait venir le 21, ceux-là. Ça représentait là aussi à peine le 5e de la population scolaire. Donc, à chaque étape, on était en train de regarder le comportement de la pandémie, du virus. Et quand on a vu que pendant la première période, avec les élèves en classe d'examen, la menace n'était pas grande, avec l'arrivée à l'école de ceux qui étaient en train de négocier leur passage en classe supérieure, la menace était maîtrisée. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on a ouvert le 12 octobre
pour l'année scolaire 2020-2021. Et même là, en tenant compte des différentes mesures de distanciation et de la nécessité de bien gérer les flux des élèves, on a fait en sorte que dans les établissements à effectifs pléthoriques, tous les élèves ne viennent pas à l'école au même moment. On a mis en place un système de cours alternés, de sorte qu'il y ait 3 jours de cours en présentiel et 3 jours de cours en distanciel. C'est tout ce mécanisme de régulation qui nous permet aujourd'hui de suivre l'évolution de la pandémie et de mettre l'école à l'abri de la propagation du virus. Mais ce programme va permettre de finir, n'est-ce pas, le programme scolaire de l'année? Ah oui, bien sûr, puisque les jours que les enfants sont à la maison ne sont pas des jours de chômage, et ce n'est pas des jours de vacances, c'est des jours de travail. Le calendrier scolaire est fait de telle sorte que quand il est en classe, il a les cours en présence de l'enseignant. Quand il est à la maison, il a des cours que l'enseignant lui a donnés. Et ces cours se retrouvent dans les documents que nous mettons à sa disposition. Des cahiers d'activité, des cours polycopiés, des manuels. Et l'enseignant lui dit, demain, vous ne serez pas à l'école, mais on a cours d'histoire-géographie. On devait regarder, par exemple, pour n'importe quelle classe, je prends un exemple, une classe de CM2 ou de 3e, on devait regarder l'hydrographie du Congo. Voilà. Ils ont les cours polycopiés. Ils lisent la leçon que l'enseignant leur a recommandée. Est-ce qu'il y a un suivi à la maison? Bien sûr que l'enfant est seul devant sa responsabilité, d'abord, et la responsabilité des parents. Si l'enfant ne lit pas, on sait qu'entre 9h à 11h et 11h, il a un cours d'histoire-géographie. Le cours porte sur telle thématique, tel objectif général, ou tel objectif spécifique. Je l'ai dit, l'hydrographie du Congo. On demande à l'enfant de lire le cours. Ce cours est assorti d'exercices. On demande à l'enfant de faire ces exercices. Ça occupe pratiquement les 2 heures de cours. L'enfant distrait, qui pense que bon, personne ne me suit, donc je peux ne pas lire. Il repartira bien à l'école après-demain. Et il sera confronté au contrôle de l'enseignant. Donner les exercices qui ont été faits à la maison. Bien entendu, l'enfant qui n'a pas fait ces exercices à la maison, il ne pourra pas les produire par miracle. On constatera qu'il n'a pas travaillé. Mais il a sa colle. Voilà. Il a la note qui sanctionne cette désobéissance. Voilà. Pour tout enfant qui n'a pas fait son devoir, il a 0. Et ces notes comptent sur le contrôle. Il est porté absent parce qu'on a la preuve qu'il n'était pas assidu pendant qu'il devait faire cours à la maison. Il est porté absent. Et ça aussi, ça joue sur la note comportementale de l'élève. Donc, on ne peut pas craindre que cela puisse avoir un coût ou que ça puisse porter un coup à la formation de l'élève. Non, je pense que on met par contre l'élève au centre de sa formation. Voilà, on développe plus d'esprit de créativité, de curiosité, de recherche, voilà, et d'auto-apprentissage pour l'enfant. Et comment ça se passe pour, n'est-ce pas, le respect des mesures barrières des jours où les enfants sont à l'école? Quelles sont les dispositions prises? Tous les élèves doivent être porteurs de masques. Et le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour mettre à la disposition encore de tous les élèves les masques, comme il l'avait fait lors de la reprise en juin. On a mis à la disposition de tous les élèves des masques alternatifs. Et puis, on a veillé à ce que les enseignants aussi puissent les avoir. Nous n'avons pas reproduit systématiquement la dotation en masques dans les établissements scolaires parce que les parents avaient déjà pris l'habitude de produire les masques pour leurs enfants. Mais quand on a constaté un relâchement, le gouvernement a encore pris des mesures pour qu'on puisse doter les établissements de masques et les enseignants de visières. On a préféré que les enseignants aient des visières parce que l'expression faciale de l'enseignant aussi compte dans la transmission des apprentissages. Voilà. Donc, il y a cette dotation de masques et de visières. Il y a l'équipement, la dotation en équipement de désinfection des établissements. Les chefs d'établissement doivent veiller à ce que leurs établissements soient désinfectés régulièrement.
Il y a la mise à disposition des cuves d'eau et des récipients de lavage de mains. Donc, des dispositions ont quand même été prises pour que les mesures barrières soient respectées dans les établissements scolaires. Monsieur le ministre, Brazzaville n'est pas le Congo. Ces dispositions prises sont-ils, n'est-ce pas, juste pour Brazzaville ou le reste du pays, d'autres départements aussi en sont bénéficiaires? Comment vous procédez justement? La pandémie dans notre pays est circonscrite. Je vous ai dit qu'il y a des équipes qui travaillent et on avait comme divisé le pays en deux zones. La zone numéro 1, composée de Brazzaville et Pointe-Noire, où le taux de contamination et de prévalence de la maladie est très élevé. Et la zone 2, tous les autres départements, que nous pouvons appeler les provinces du pays, où le virus ne circule presque pas. Voilà. Donc, nous avons d'abord concentré les gros efforts sur Brazzaville et Pointe-Noire, sans négliger les départements de l'intérieur. Les dispositions que nous sommes en train de vous décrire, de masques, ainsi de suite, concernent tous les départements. Donc, même là où le virus ne circule pas, au même rythme qu'à Brazzaville, les élèves sont protégés, sont contrôlés. Voilà. Nous avons aussi, nous organisons régulièrement avec le ministère de la Santé des campagnes de dépistage dans les écoles et dans le milieu enseignant, à Pointe-Noire, à Brazzaville principalement, mais aussi à l'intérieur du pays. À voir la manière dont le monde est en train, n'est-ce pas, de se préparer pour faire face à cette maladie. Et on dit déjà qu'il faut apprendre à vivre avec parce que ça ne pourra plus disparaître. Et est-ce qu'on peut parler des perspectives d'avenir en faisant en sorte que les choses évoluent normalement malgré cette maladie? Mais nous faisons confiance à la science. Nous avons quand même réalisé d'importants progrès scientifiques au cours de ces derniers siècles. Nous ne voyons pas pourquoi cette pandémie pourrait continuer à défier la science. Donc nous pensons qu'un grand travail se fait et nous vivons avec la maladie, oui. Elle pourra être une maladie chronique, elle pourra être une maladie comme toutes les autres, comme nous vivons avec la malaria, comme nous vivons avec la grippe ordinaire. Voilà. Voilà, donc, mais on prendra toujours les précautions pour que ça ne cause pas autant de dégâts que ça n'a causé pendant les derniers mois. Souvenez-nous quand même que entre mars et juin, l'humanité a subi d'importantes pertes. Voilà, d'importantes pertes en vies humaines. L'Afrique au sud du Sahara a essayé de résister et nous croisons les doigts, nous prions le Seigneur pour que nous continuions à résister. De façon à ce que nous puissions survivre à cette pandémie. Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas survivre à la pandémie. Voilà. Excellence, nous avons presque posé les points qui ont été préparés avec Madame la conseillère, mais on ne peut pas vous recevoir sans aborder, n'est-ce pas, la question de la concertation. Vous avez été d'ailleurs au Présidium. Qu'est-ce que les gens qui ont suivi dans les médias, dans les réseaux sociaux, on a même dit que vous avez imposé votre volonté, vous, la majorité au pouvoir, a imposé sa volonté à l'opposition qui a pris part à ces concertations. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Pourquoi cette concertation a été initiée et qu'est-ce que cela va avoir comme résultat sur les échéances futures? Dans une concertation, on n'impose rien. Sinon, on n'aura pas besoin d'organiser une concertation. Vous savez, l'organisation des élections dans tous les pays du monde est du ressort du gouvernement. Et il y a un cadre juridique préétabli. Donc, si le gouvernement avait besoin d'imposer quoi que ce soit, il n'aurait pas besoin de réunir la classe politique. Voilà. Donc, si le gouvernement avait besoin, comme vous le dites, d'imposer, c'est-à-dire d'appliquer le cadre c'est ce qui s'est dit au fait, qui existe. Vous êtes parti à Maguilou, pardon, la loi, avec une position déjà précise. La loi est l'expression de l'intérêt général, voilà, de la volonté générale du peuple. La loi, c'est l'expression de la volonté générale. Il y a une loi, le code électoral, qui date de 2001 et qui a connu plusieurs modifications. Et toutes les modifications se font à l'Assemblée. À l'Assemblée, vous avez toutes les composantes que vous avez vues à Madingou.
Donc, étant entendu que la loi est l'expression de la volonté générale, et cette loi est adoptée par toutes les composantes politiques représentées à l'Assemblée, si le gouvernement n'avait pas envie d'ouvrir la réflexion aux forces politiques, d'organiser la concertation, s'il avait besoin d'imposer des choses, il appliquait simplement le cadre qui existe. Voilà. Mais nous sommes allés à Madingu, comme on le fait à la veille de chaque échéance électorale. Nous promouvons une démocratie apaisée. Nous savons que dans tous nos pays, l'organisation des élections qu'on croit libres et transparentes est toujours source de conflits. C'est un moment très chrysogène. Et au niveau du Congo, sous l'impulsion du président de la République, une action importante a été entreprise qui consiste à faire en sorte que, à la veille de chaque échéance électorale, que toute la classe politique se retrouve. Qu'on questionne à nouveau le cadre juridique. Est-ce que le cadre juridique tel qu'il est peut nous permettre d'organiser des élections apaisées, libres et transparentes, qui puissent permettre à chacun de se retrouver, à tout citoyen d'élire et de se faire élire. C'est ce que nous faisons depuis 2011, depuis 2013. Voilà. Non, depuis 2009, avant l'élection présidentielle de 2009, avant les élections législatives de 2012. On l'a fait en 2014, en 2013 pour préparer les élections locales de 2014. On l'a fait en 2015 pour préparer le référendum. Oui, c'est une coutume chez nous. Donc, ce n'est pas cette occasion qu'on aurait encore à imposer des choses. Voilà. Si on voulait imposer, on aurait pu dire, on s'est retrouvé en 2017, donc le cadre existe, allons directement à l'élection présidentielle. On a dit non. On convoque encore le cadre. Donc, on s'est retrouvé. Alors, pourquoi ça a été fait? Je vous ai dit pourquoi ça a été fait. Imposer, non. Toutes les décisions ont été prises par consensus. Par consensus, et le consensus a été de mise. Nous nous retrouvons souvent, comme on l'a dit, avec, comme dans tous les Sénats, dans toutes les instances, nationales comme internationales. Il y a un groupe majoritaire et un groupe minoritaire. Ça existe partout, dans nos assemblées, même lorsque nous adoptons les lois, dans toutes les démocraties. Alors, mais nous faisons en sorte que qu'on ne subisse pas un abus de majorité, non plus qu'on ne subisse pas un abus de minorité. Autant nous craignons l'abus de la majorité, c'est-à-dire que la majorité impose sa volonté, autant nous devons craindre l'abus de minorité, de sorte que la minorité puisse constituer comme un élément de blocage. Voilà. Et on ne peut pas avoir une minorité de blocage qui ne permette pas de faire évoluer la réflexion. C'est pour cette raison que nous obtenons toutes les décisions par consensus. Ça consiste à quoi le consensus? Ça consiste à admettre que sur telle question, nous avons deux opinions. Et nous ne devons pas taire, ignorer ou méconnaître l'opinion minoritaire. On ne peut pas dire que non, on a décidé ceci. Non. Sur chaque point, on dit, nous allons à l'élection présidentielle. Il y a un groupe qui dit, on va faire comme par le passé. On va faire une révision extraordinaire des listes électorales. Un autre groupe dit, non, il nous faut aller vers un recensement administratif spécial. On dit, le premier groupe dit, nous sommes à 3 mois de l'élection présidentielle. L'organisation d'un recensement administratif spécial ne peut pas se faire en moins de 3 mois. Alors, si nous nous engageons sur la voie du recensement administratif spécial, nous risquons de ne pas respecter les délais constitutionnels d'organisation de l'élection présidentielle. Les autres disent, oui, nous ne voulons pas du recensement de la révision, nous tenons à l'organisation d'un recensement administratif spécial, quitte à reporter l'élection présidentielle. Donc, c'est pour cette raison que, à quelques mois, on dit, s'ils ne sont pas venus volontairement pour déclarer leur majorité ou leur citoyenneté, créons encore des conditions pour qu'ils viennent. Allez les convaincre pour qu'ils viennent. Parce que l'élection est libre. Chaque citoyen doit venir voter. Voilà, ce sont ces conditions. Quand on a réuni toutes ces conditions, on peut dire oui, nous aurons en 2021
une élection présidentielle apaisée, libre et transparente. Merci, Excellent. Cela fait un dernier mot seulement, un message pour tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Mais vous remercier encore une fois de me donner l'occasion de m'adresser à votre public pour rappeler à tous ceux qui nous suivent le travail abyssal réalisé par les enseignants du monde entier, de la République du Congo comme de la République démocratique du Congo, en cette période difficile. Ils ont été en première ligne dans la lutte contre la pandémie en garantissant le droit à l'éducation que nous devons à toute notre jeunesse et en préservant leur droit à la santé. Donc je voudrais que, au travers de votre émission, que tous ceux qui nous suivent aient une pensée forte pour ces enseignants. Pour ces enseignants qui sont exposés parfois à la violence et pour ces enseignants qui prennent beaucoup de risques et qui doivent continuer à transmettre le savoir en cette période difficile au travers des moyens novateurs que je viens tout à l'heure de vous exposer, auxquels ils n'étaient pas habitués, mais auxquels ils doivent désormais s'accommoder. Donc, je voudrais que nous ayons une pensée pour eux. Et une pensée pour les élèves, oui, qui vont continuer à aller à l'école et à étudier dans ces conditions difficiles. Je voudrais leur traduire toute ma reconnaissance et solliciter que les peuples du monde entier et ceux de nos deux pays puissent leur traduire la même reconnaissance. Voilà. Et nous vous disons merci encore une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est donc fini pour ce soir. Nous recevions le ministre Anatole Collinet Makosso du Congo-Brazzaville. Il est ministre en charge, n'est-ce pas, de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Le prochain rendez-vous, n'est-ce pas, avec un autre invité sur les mêmes chaînes et surtout sur votre média en ligne, Grand Journal CD.net. Au revoir.